Bonsoir. On va commencer, on va ouvrir ce conseil. Si vous voulez bien vous mettre en place. Comme je ne vais pas me faire rappeler à l'ordre par M. le maire de Vambrechy, on va commencer par l'appel. Florence Delchambre, je pense, officie. Oui. Alors, Marquette Lélil, Dominique Legrand. Excusez. Miguel Beades. Présent. Jérôme Mathieu. Excusez. Carole Depric. Excusez. Karine Lelièvre. Excusez. Sandrine Denis. Excusez. Y a-t-il des suppléants? Oui, il y en a au moins une que je vois ici. Donc, Emeline Aloucherie. Lambersart, Nicolas Bouche. Xavier Deric. Absent. J'ai pas bien entendu. Xavier Deric. Absent. Martine Cacheux. Guillaume Lequieffre. Céline Doutrio. Yassir Moukrim. Christine Nisol. Bertin Lambré. Maha Kalash. Quentin Vasseur. Claire Pila. Pierre Reynard. Pierre-Yves Pira. Est-ce qu'il y a d'autres suppléants? Vambrechy, Sébastien Brognard. Michel Sass. Christelle Galland. Cédric Lecourt. Laurent Witterberg. Véronique Oureman. Georges Spadavikia. Est-ce qu'il y a des suppléants? Verlinghem, Thierry Bonte. Benoît Bourrel. Saint-André, Elisabeth Masse. Pascal Laoust. Jean-Pierre Eurin. Nicolas Lenindre. Didier Parcy. Claude Vasilkovski. Cyprien Richer. Est-ce qu'il y a des suppléants? Péranchy, Valérie Provost. Laurence Deloison. Samuel Rollins. Annie Carlier. Philippe Van Beneden. Est-ce qu'il y a des suppléants? Lompré, Hélène Mouneclé. Okay. Pierre Spilart. Quénois Surdol, Rosemarie Alinck. Excusez. Samuel Olivier. Excusez. Serge Méozone. Florence Delchambre présente. Marie-Agnès. Delémont, Christophe Liénard. Quénois, oui. Marie-Agnès Wauquiez. Bondu, Patrick Delebarre. Et donc vous êtes Madame Anius. Okay. Jean-Baptiste Bernard. Pierre Zimmermann. Marc Ambarol, Bernard Gérard. Pascal L'Herbier. Nicolas Papiachvili. Désolé pour l'écorchage de prénom. Loïc Catelin. Est-ce qu'il y a des suppléants? Comines, Michel Sens. Jean Bacard. Est-ce qu'il y a des suppléants? Warneton, Yvon Pétronin. Est-ce qu'il y a des suppléants? Pas trop fort. Un nombre de présents? Une quantité? Si, on a le quorum.
On a le quorum puisque nous sommes de toute façon encore en condition Covid et ça demande le tiers de l'Assemblée jusqu'en juillet de cette année, donc on n'a pas de souci de quorum. Enfin, c'est le tiers de l'Assemblée, je pense qu'on la dépasse. Très bien, on est même au quorum en l'occurrence. Nous sommes même au quorum standard. Très bien, merci. Approbation du procès-verbal du comité syndical du 21 février 2022. Y a-t-il des remarques particulières? Aucune. On passe donc au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci beaucoup. Nous allons, si vous voulez bien, commencer par les décisions du président. Pour information, conclusion d'un marché portant sur l'entretien et réparation des ascenseurs et monte-charges de l'EHPAD Georges Delfosse. Rien de particulier. Nous allons commencer par le rapport d'activité. Je ne sais pas si... Extraordinaire, technique. Donc l'année 2021 est restée une année un peu spécifique, un peu particulière avec le Covid qui nous a encore quand même pas mal désorganisé et qui ne nous a pas donné le loisir d'aller au bout des actions que l'on souhaitait mener, particulièrement en termes d'animation évidemment. Donc pour rappel, les communes composant l'Alliance Nord-Ouest, Bondu, commune de Lémont, Lambersart, Lompré, Marc-en-Barœul, Marquette, Péranchy, Quesnoy, Saint-André, Verlinghem, Pombrochy, Marneton. Jusqu'à ce jour, répartition des contributions. On fait un petit rappel, vous avez été destinataire de toute façon du détail du document. Comme vous le savez, on a intégré la partie TPU dans les appels à la contribution des communes, ce qui a changé pas mal les montants évidemment, avec un appel total des contributions à hauteur de 887 402,62 et la TPU à hauteur de 303 909 euros. Vous avez un beau graphique représentant avec la part TPU et la part contribution. On essaie d'être de plus en plus clair sur les documents que l'on vous présente. Bienvenue. Installez-vous. Voilà. Merci bien. Les actions portées par l'Alliance pour l'emploi, nous subventionnons donc l'association ALP sur ces 3 dispositifs. La mission locale qui s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans. Nous subventionnons à hauteur de 263 527 euros. Vous avez ici un tableau avec les nouveaux inscrits, le nombre de contacts entrés en formation, répartis pour chacune des communes appelant la compétence emploi au niveau de l'Alliance Nord-Ouest. On voit ici des chiffres assez intéressants, représentatifs et qui peuvent aussi interpeller les communes sur le fait de bien relayer le dispositif pour que les habitants puissent profiter pleinement des systèmes qui sont mis à leur disposition. Toujours dans le champ de la mission locale, c'est pas mal comme ça, vous avez ici les répartitions d'allocations qui sont versées via le système de la mission locale, ce qui est PACEA à hauteur de 184 000 euros, la garantie jeune à hauteur de 2,5 millions quasi, qui ont touché 885 jeunes, les aides directes et indirectes garantie jeunes à hauteur de 5 000 euros pour une centaine de jeunes, les fonds d'aide aux jeunes en métropole, 31 023 euros pour 96 personnes. Dispositif mobilité, c'est le financement des moyens de transport pour aller soit rechercher un emploi, soit aller travailler, etc. à hauteur de 5 162,50 euros pour 166 dossiers. Et les fonds mission locale en financement de formation ou de dossiers logement, à hauteur de 10 421,90 euros pour soutenir 8 jeunes. Sur le pli. Le pli, évidemment, c'est allocataire RSA prioritaire, demandeurs d'emploi longue et très longue durée, ou voire des jeunes de faible niveau de qualification.
Nous subventionnons ce dispositif à hauteur de 185 093 euros. Et il y avait une nouveauté en 2021, faisait suivre des formations au permis de conduire, code plus conduite, et il y a eu 12 participants au niveau du pli. Et sinon, globalement, les actions 21, c'est 577 participants, 152 nouvelles entrées, près de 1200 étapes de parcours et 124 sorties en CDI ou CDI, CDD plus de 6 mois ou formation, c'est ce qu'on appelle sortie positive, puisqu'il y a toujours une répartition des sorties, et là on parle bien des sorties positives. Vous avez aussi la répartition des personnes qui ont été suivies par commune. Vous les retrouvez ici en nouvelles entrées et en participant en parcours, c'est-à-dire les gens qui viennent d'arriver ou qui étaient déjà en parcours et qui continuent à suivre. Ça représente quand même un nombre substantiel de personnes de nos communes. La Maison de l'Emploi, c'est le troisième dispositif concernant le Alpes, l'association Alpes, qui avait, pour rappel, son assemblée générale cet après-midi. Nous y étions à quelques-uns, M. Bertrand Brochy, et avec un accroissement assez substantiel de l'activité en 2021. C'était assez intéressant au niveau des chiffres. Action portée par l'Alliance Maison de l'Emploi, c'est subventionné à hauteur de 130 000 euros. Il y a des ateliers collectifs, il y a des sessions de recrutement, d'accompagnement de recrutement. Il y a beaucoup d'employeurs, c'est surtout dans cette partie-là où on va vers les employeurs pour soit relever les emplois à proposer, soit les sensibiliser à faire du parrainage, soit d'autres types d'actions. Donc on est dans un versant plus orienté contact direct entreprise et recherche d'emploi. Anticipation des mutations économiques, c'est le premier volet le plus important de la Maison de l'Emploi, avec la collecte d'informations, c'est ce que je disais, ils vont au-devant des entreprises, ils vont au-devant des institutions du type chambre de métier, chambre de commerce, etc. etc. Et évidemment, le développement de l'emploi local, c'est clairement de l'aide à la création d'entreprises. Il y a des ateliers collectifs ou des accompagnements individuels, il y a des salons particuliers, l'aide à la création de commerces et de services de proximité, et la prospection, sensibilisation des entreprises aux différents dispositifs. Ça permet aussi d'aller capter un petit peu les besoins des entreprises sur leurs besoins d'embauche et de les accompagner spécifiquement. Ça nous permet parfois de mettre en œuvre des opérations assez consistantes de recrutement pour les jeunes de notre secteur. Ça permet de capter ces demandes-là et de les diriger en restant sur le territoire. Monsieur Lenindre, entre en séance. Merci. En termes d'emploi, nous avions une action spécifique que nous avions demandé suite à ce qui se passait l'année dernière sur les jeunes qui cherchaient un emploi d'été ou un job étudiant. Donc on avait une action spécifique, on avait budgété à hauteur de 30 000 euros. Elle a été réalisée avec 112 jeunes touchés. On a déjà fait ici, Nicolas Papasvini nous a déjà le compte-rendu de cette opération. Elle a coûté en réalité 25 782 euros exactement. Et en fait, il y a eu étudiants, lycéens, il y a eu 38 contrats de travail. Et encore, c'était à l'époque. Moi, je pense que cet après-midi, on a entendu un chiffre un petit peu plus haut que ça. Autre opération, les services civiques. Donc, les services civiques, en 2001, il y a eu deux opérations. Une, c'est en pointillé. Comment vous voulez, comme ça, comme ça. Vous me dites comment vous préférez. Droit. Droit. De janvier à juin, il y avait une première session avec des jeunes de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 communes, non 6 communes, pardon. Et après, il y avait une personne au niveau des services du CIVOM. Ça faisait 8 jeunes dans le service civique. On a fait une deuxième session en novembre avec un jeune à Lompré, 5 à Marques, 2 à Marquette, 1 à Péranchy, 1 à Vambrechy et 1 toujours au niveau du CIVOM. Ce sont des petites sessions, on espère bien vous la présenter dans le ROB. Arriver cette année à aller un peu plus loin, on espère que ça sera un peu moins tendu au niveau de l'accompagnement. Madame le maire, bonsoir. Et vous pouvez bien prendre note au fur et à mesure. Monsieur Andral, bonsoir. On a élargi un petit peu l'émission. Il y avait animation, culture, loisirs, solidarité envers les seniors, qui était plutôt nouveau, sensibilisation à la responsabilisation citoyenne en matière d'environnement.
on sait que c'est un enjeu dans toutes nos communes. Ça nous permettait d'aller chercher et de sensibiliser des jeunes autour de ces sujets. Ça structure aussi un petit peu le sujet dans nos communes. Hein. On est encore des communes plus ou moins avancées, mais tout de même, on est encore un peu tendre sur le sujet. Donc, c'est intéressant de pouvoir sensibiliser des jeunes autour de ça. Avec évidemment les formations qui vont bien autour de ces questions, et y compris, vous savez, en fin de parcours, il faut qu'ils se projettent. Donc il faut qu'ils aient un projet en sortie avec constitution de leur CV, accompagnement sur leur projet d'avenir, construire son budget quand ils veulent faire une opération. Donc il y a un accompagnement puissant et qui est extrêmement bien apprécié par l'ensemble des jeunes qui passent entre les mains des services municipaux, puisque pour rappel, la particularité, c'est que nous ne donnons ces services civiques que dans le cadre des équipes communales. En termes d'animation, comme je l'ai dit, on était encore sur une opération un peu contrainte, avec des fêtes de l'eau au 5 et 6 juin, avec un total répertorié de 53 animations, organisées dans le cadre de l'Alliance ou en coopération ou en création des communes, donc avec des joutes nautiques à Delémont, un spectacle bateau-cirque à Quesnoy, les bateaux Mississippi à Comines, les balades en calèche à Saint-André, démonstration de modélisme à Delémont et Vambrechy, distribution de chapons dans le cadre de la fête susdite des chapons à Marquette-les-Lilles. Ça a été une partie des animations ont été reportées, on les a utilisées dans le point que nous allons voir après, qui est terroir en fête. Au moins, ça a permis de donner aussi pas mal de consistance à terroir en fête. Toujours dans les fêtes de l'eau, en l'occurrence, les fameuses animations qui ont été reportées des fêtes de l'eau vers terroir en fête, c'est qui a eu lieu en soirée inaugurale à Vambrechy, le spectacle Dragon Time, et le spectacle et Fantasia à la base de loisirs, de belles opérations avec du monde. C'était, en l'occurrence, pour ceux qui étaient, la première fois on voulait ressortir les familles. On a vu arriver des cohortes de familles avec enfants, poussettes, etc. Et ça mettait un peu de baume au cœur. D'une seule main en plus. Waouh. Ça devient techniquement... Alors, il y a eu 25 croisières à Comines, Delémont, Lambersart, Marquette, Quesnoy-sur-Dole, Vambrechy, avec des chiffres relevés sur la soirée inaugurale à 2300 spectateurs et sur la soirée sur la base de loisirs à 2000 spectateurs. Ce sont des arrondis, mais je peux vous dire qu'il y avait la foule. Sur Terroir, en fait, évidemment, le fond même de l'animation, c'est surtout ce que l'on fait avec les producteurs locaux, donc des portes ouvertes chez les producteurs, marché des saveurs à la base de loisirs, soirée gourmande à Quesnoy-sur-Dole, barbecue à la ferme à Verlinghem, des camions gourmands à Saint-André, marché des artisans à Vambrechy, et évidemment un petit peu d'exercice, hein, une fois qu'on a goûté à tout ça, avec des marches sportives, des balades en vélo. Monsieur le maire de Verlinghem donne toujours beaucoup de sa personne à vélo ce jour-là. On a associé 22 producteurs dans le cadre de ces animations du 10 au 12 septembre, et on a comptabilisé pas loin de 4000 personnes sur les différents sites et pendant ces différentes journées. Le dernier point d'animation concerne évidemment la fin d'année, que je ne mette pas ma deuxième main, excusez-moi. Le Père Noël est sportif, créatif et festif. Il a été surtout sportif cette année, avec une randonnée du Père Noël à Quesnoy-sur-Dole, la Delémoniaque à Delémont, l'initiation au badminton à Vambrechy, spectacle de marionnettes à Saint-André, ça c'est aussi sportif, hein, exposition et visite guidée à Comines, tournée et déambulation du Père Noël sur l'ensemble des communes et la tombola du Père Noël sportif qui a donné lieu lors du dernier conseil syndical à la remise des paniers garnis constitués de produits locaux et qui ont été fort appréciés par les gagnants. Dans le cadre du développement durable, il y a l'opération du 21 mars 2021, vu des campagnes propres, avec plus de 400 participants, 40 mètres cubes de déchets ramassés, une sensibilisation aux déchets avec les mégots géants exposés à Vambrechy. L'année dernière, monsieur le maire.
le déchet, des déchets insolites ramassés, on l'a vu, il y a quelques photos des doudous, des jouets, des balais, des vêtements. Ça, c'est pour le côté anecdotique. Soutien à l'espace info-énergie. Vous savez que nous accueillons le service d'info-énergie dans nos locaux à titre gracieux. Pour l'année 2021, il y a des niveaux de prestations assurées, information premier niveau ou conseil personnalisé, une fois qu'on s'avance un peu plus dans son projet, évidemment. Donc au nombre de 984 pour le premier niveau et 560 sur de l'accompagnement personnalisé des projets. Donc c'est voilà, c'est quelque chose qui existe, qui est réel, qui, pour avoir utilisé, interrogé ces services moi-même l'année dernière, il y a des gens réactifs et qui nous donnent les informations nécessaires et qui aussi renvoient aux meilleurs endroits pour être accompagnés. Il y a eu des clichés thermiques, vous savez qu'on fait des balades thermiques dans les communes, il y en a eu à Marquette, à Péranchy, à Marc-en-Marolles. Et il y a eu une présence au salon à Ménago, sur l'île. On aura plus d'actions, on entend bien développer ce volet-là, vous le savez, on en a parlé, on en reparlera peut-être budgétairement tout à l'heure. Puisque c'est un sujet de préoccupation et qu'on doit rapidement avancer. EHPAD Georges Delfosse, gérontologie de manière globale. Sur l'EHPAD, évidemment, le Covid a amené beaucoup d'obligations particulières avec la réorganisation de la restauration, avec des repas en chambre sur une partie de l'année. Il y a aussi évidemment de l'animation, avec il y avait l'Euro 2021 et comme on ne pouvait pas... C'était assez fermé tout ça, au moins il y avait des projections de matchs ou des choses comme ça, des spectacles musicaux pour la fête de musique et le 14 juillet. Et on a pu reprendre à partir de septembre un petit peu de vie sociale avec des goûters anniversaires, etc., des choses qu'on avait l'habitude de voir et qui avaient été refermées pendant quasi 1 an et demi. Reprise des visites au musée d'histoire naturelle et cinéma, échange inter-EHPAD, c'est toujours intéressant d'aller échanger sur les bonnes pratiques et d'aller rencontrer d'autres personnes. Pour rappel, 87 chambres à l'EHPAD, dont 10 pour l'accueil de personnes à Alzheimer, et 23 places habilitées à l'aide sociale, et 64 non habilitées. Taux d'occupation, on a un petit rappel, vous avez pu voir les quantités des personnes selon les communes, sachez que ça reste une photographie, c'est-à-dire que chaque année, tout cela évolue. L'occupation, le taux moyen, il est de 87,26%, sachant qu'on est descendu jusqu'à à peine au-dessus de 80% au plus bas de l'année, puisqu'on ne pouvait plus rentrer de nouveaux résidents pendant le temps du Covid. Et donc il y avait une partie des familles qui avaient préféré garder leurs parents, leurs proches chez eux pour être plus réactifs si jamais il y avait le moindre souci. Voilà, ça a généré cette descente de fréquentation et qui a été, puisqu'en moyenne à 87, qui a été remontée en fin d'année dans les 90-92%. Le constat, on met la répartition GIR, puisqu'on vous le dit à chaque fois, et on voit, vous savez que GIR 1, c'est les plus dépendants, et GIR 6, c'est les personnes les moins dépendantes. Et on voit que l'accroissement, particulièrement de GIR 2, est de plus en plus forte, ce qui génère évidemment du service d'accompagnement plus proche, plus serré, plus dense. Donc on surveille attentivement l'évolution de ces chiffres pour voir comment on doit réagir au niveau des capacités du personnel, des capacités d'accueil. Nous soutenons toujours le CLIC, qu'on accueille dans les locaux de l'EHPAD Georges Delfosse, ce qui crée une cohérence en tout cas de reconnaissance et de lieu reconnaissable pour les familles qui cherchent de l'information pour leurs proches quand ils ont le projet ou l'obligation d'aller placer leurs proches sur l'EHPAD. Donc ils savent au clic venir chercher l'information. Il y a beaucoup de dossiers suivis. Vous avez ici des niveaux de contacts qui sont établis par famille, par commune, etc. Vous voyez que c'est assez, encore une fois, consistant sur le travail qui est réalisé pour donner l'information nécessaire ou suffisante aux personnes elles-mêmes ou plus souvent encore à leur famille pour préparer l'entrée et l'accueil nécessaire en EHPAD. Urbanisme, un beau tableau bien dense.
Nous avons donc instruit en 2021, vraiment ce qui est écrit, 393 permis de construire, 1315 déclarations préalables, 19 permis d'aménager, 45 certificats d'urbanisme et 9 permis de démolir. Vous voyez ici la répartition par commune, qui comprennent à la fois les communes membres de l'Alliance Nord-Ouest et les communes extérieures qui ont demandé à pouvoir accéder à ce service fort apprécié. Et vous savez que le tarif définitif payé par les membres de l'Alliance dépend, entre autres, de la participation des communes extérieures, puisque le principe comptable, c'est d'avoir un reste à payer concernant les communes membres. Donc ça a une influence directe. Nous sommes contents de voir que le service est apprécié et qu'il s'est stable. Alors, selon les années, évidemment, les prestations vont monter et descendre. Ça, c'est à l'aune des projets communaux et des projets dans les communes, évidemment, concernant les permis de construire, etc. Le deuxième grand service, c'est l'aide à la gestion des archives, avec les villes qui ont acheté quelque part, entre guillemets, des prestations, avec un jour, ce que vous retrouvez à côté, c'est un nombre de jours d'intervention, qui est afférent totalement aux besoins de la commune. C'est à elle de définir combien de jours elle considère avoir de besoins concernant le fait de venir trier ses archives, de préparer les dépôts quand il faut en avoir, et puis avec une petite partie d'investigation, on va dire, qui permettent à nos services de gestion des archives de découvrir parfois des perles et d'en faire des documents intéressants, un peu transverses, qui peuvent concerner plusieurs communes. Et donc ça, c'est le total des jours utilisés, 278 jours et demi d'intervention. Ça se transcrit en 162 mètres linéaires d'archives traitées, 119 mètres linéaires d'archives éliminées, 10 sessions individuelles et sessions collectives de formation dans les communes, puisque évidemment au niveau de nos services, il y a un dialogue constant avec les communes. L'idée, ce n'est pas forcément à terme de faire toujours la prestation, mais si on arrive à transmettre du savoir et que les communes arrivent à prendre un peu plus en charge cette question chez elles, elles s'en tireront financièrement bénéfice, et puis ça permet aussi de partager, d'avoir une meilleure connaissance de ce qu'il y a sur les stockages des communes, parfois dans des greniers, parfois dans des caves. Voilà, ça déménage un petit peu aussi, mais en tout cas, il y a une attention et une obligation autour de ces archives communales. Il y a des recherches administratives demandées. Il y a eu une exposition l'année dernière qui a été organisée sur la voie ferrée, une exposition virtuelle que chacun peut retrouver sur le site. Chantier de travaux d'intérêt général. On en parle régulièrement, donc je ne vais pas en faire dans le détail, mais en gros, c'est une manière d'assurer une peine de substitution qui porte intérêt pour les communes qui le demandent. On crée des chantiers d'intervention, des travaux, etc., à la demande des communes, bien sûr. Ça peut être de l'espace vert, ça peut être des travaux plus bâtiments, on va dire. On a eu l'année dernière beaucoup de chantiers annulés du fait de la crise sanitaire. Et comme je l'ai évoqué lors du DOB, on a une réorganisation du SPIP, du service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui avance et sur lequel on veut rebondir pour pouvoir remonter des dossiers intéressants. C'est quand même une manière un peu plus positive d'effectuer des peines, et c'est une manière pour les communes de pouvoir faire des travaux de cette nature en ayant cette pensée d'accompagnement en plus. C'est un plus pour tout le monde. Mutualisation, échange, réflexion sur les projets de mutualisation autour de l'informatique, plateforme collaborative. On a mis en œuvre ces réflexions. Élargissement des services en urbanisme concernant la publicité, etc. etc. On a fait des visites, centre de supervision urbaine, puisque la sécurité reste un sujet de préoccupation constant. Et donc on a organisé des visites sur le centre de Marque, sur lequel on a eu pas mal de participation. On a dû faire plusieurs séances. Et puis des réflexions autour de la ligne commune, et qui continueront et qui vont se poser d'une manière probablement différente, un peu plus construite sur cette année 2022.
On a des groupements de commandes, bien sûr, sur les achats de papier et sur les produits d'entretien. Vous avez la liste des villes qui ont souscrit à ces achats communs et qu'on continuera tant que la demande existera au niveau des communes. Nous avons fait le tour du rapport d'activité 2021. J'espère avoir un rapport d'activité 2022 qui sera encore plus constitué avec de nouvelles choses. C'est ce qu'on vous a présenté la dernière fois. Est-ce que nous allons pouvoir vous présenter ce soir en termes budgétaires? Voilà, c'est soumis à vote. D'abord, y a-t-il des questions particulières sur ce rapport d'activité? Je n'en vois pas. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci beaucoup. Nous allons passer donc aux propositions de délibération avec le rapport numéro 1, compte de gestion 2021, budget annexe. Madame Masse. Merci Monsieur le Président. Bonsoir à toutes et tous. Alors concernant donc la première délibération qui est le compte de gestion 2021, donc le receveur a analysé l'ensemble des opérations du 1er au 31 décembre 2021, y compris celles relatives à la journée complémentaire, et a ainsi procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures. Alors le compte de gestion de l'exercice 2021 n'appelle à aucune observation. Voilà, Monsieur le Président, et le Conseil syndical est invité à voter. De demande particulière. On va donc voter ce compte de gestion. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Rapport numéro 2, État réalisé des recettes et dépenses 2021 et pas de Georges Delfosse. Oui, alors en ce qui concerne cette délibération, pour l'illustrer, l'exercice 2021 enregistre un déficit global de 259 307,02 € qui peut s'expliquer donc dans un premier temps par une perte sur la facturation de l'hébergement d'un montant de 209 000 € par rapport au réalisé 2020, qui s'explique donc par une baisse du taux d'occupation. En 2021, nous avions un taux de 87% contre une moyenne de 94% entre 2017 et 2019. Pour votre information, actuellement, il y a 82 résidents et nous sommes à 94%. Donc, je veux dire, on voit les effets de la baisse de la pandémie et le nombre de résidents augmente. Également, ce déficit s'explique par une non-compensation donc à hauteur de 121 676 € de la prime Ségur, la prime Ségur qui a été donnée aux agents de l'EHPAD par l'ARS. Et également, cela s'explique par un surcoût qui est lié à la crise Covid, puisqu'en fait, dans ce cadre-là, il a été nécessaire de renforcer le personnel s'occupant en fait des résidents à l'EHPAD. Alors, pour l'ARS, nous avons, les services ont fait une déclaration auprès de l'ARS afin d'obtenir bien sûr la compensation totale de la prime Ségur et aussi une demande de la prise en charge donc d'une partie des coûts, des surcoûts qui sont liés à la crise et des pertes de recettes 2021 sur l'hébergement. Alors, le montant de la déclaration est d'un montant de 213 830 € pour l'année 2021 et également une révision de la dotation globale a également été faite pour l'année 2022. Donc, si l'ARS répond à notre demande de façon positive, bien sûr, ces crédits seront imputés sur l'exercice 2022. Voilà. Voilà, Monsieur le Président, ce qui concerne l'état réalisé des recettes et dépenses 2021. Donc, il y a également un vote. Tout à fait. Juste en complément d'information, donc la réponse attendue de l'ARS, on sait qu'elle ne viendra pas avant au moins juin, puisque c'est après la publication des dotations générales limitatives de 2022, donc on n'a pas de réponse avant au moins 3 mois. Y a-t-il des demandes particulières? Si ce n'est le cas, qui s'abstient? Qui vote contre? Merci de cette unanimité. Rapport numéro 3. Alors, l'affectation des résultats. Alors, le résultat déficitaire de l'exercice 2021
est de 259 307,02 € et a été ventilé donc entre sections. Il est proposé donc d'affecter les résultats de la manière suivante. Donc dans un premier temps, au niveau de la section hébergement, le résultat déficitaire de 2021 d'un montant de 286 360,86 € est affecté comme suit. Dans un premier temps, l'appurement de l'excédent antérieur au compte SC 11031 qui est créditeur d'un montant de 127 955,83 € par un débit du même montant sur ce compte et un crédit du même montant au compte 12. Également, en ce qui concerne la section d'hébergement, c'est la reprise de la réserve de compensation des déficits au compte SC 106 86 31 qui est créditeur de 150 000 € avec un débit de 150 000 € sur ce compte et un crédit donc du même montant au compte 12. Et pour le surplus, c'est l'affectation au compte de report qui est à nouveau déficitaire 119,31 pour 8 405,03 € par un débit de 8 405,03 € sur ce compte et un crédit du même montant au compte 12. On va s'attacher maintenant à l'affectation des résultats sur la section dépendance soins. Le résultat excédentaire de 2021, donc d'un montant de 27 053,84 € doit être affecté en priorité à l'appurement des déficits antérieurs de la section, c'est-à-dire 81 800,49 € au compte 119,32 avec un débit au compte 12 de 27 053,84 € et un crédit du même montant au compte 119,32. Le solde de ce compte, donc après l'affectation des résultats illustrés dans cette présentation, est de 54 746,65 €. Voilà, Monsieur le Président, sur l'affectation des résultats. Merci bien. Si vous êtes d'accord avec l'affectation de ces résultats et la manière dont ils ont été ventilés en proposition, si vous n'avez pas de questions, on vous passe un micro. Non, on va vous en donner un. Non, on va vous en donner un. Bon, c'est une question. Il est constaté un résultat déficitaire de l'exercice 2021 à hauteur de 259 307,02 €. Alors, ce déficit trouve principalement son origine sur deux comptes de recettes, avec une différence entre les estimations et le réalisé sur le produit de la tarification à hauteur de 144 744. Et le deuxième, les produits financiers estimés pour 2021 à hauteur de 99 600, contre une réalisation à hauteur de 2181. Donc, vous avez commencé à nous donner des explications, mais qu'est-ce qui explique de tels décalages entre les prévisions et le réalisé? Et ensuite, nous vérifions une dégradation forte du fonds de roulement qui passe de 876 000 à 600 000 €. Donc la question, c'est à combien de jours de fonctionnement vous estimez le besoin de fonds de roulement de l'EHPAD? Madame la vice-présidente. La réponse, c'est essentiellement le manque de recettes lié à la chute, du taux d'occupation, puisqu'en fait, on a moins de recettes. Comme l'a dit Monsieur le Président, on tourne toujours au-dessus de 90%, on était même descendu à 81%. Donc si vous avez moins de recettes, eh bien, le déficit, bien sûr, augmente. Voilà. Évidemment, les recettes, clairement, et puis pour ce qui est du produit financier, c'est aussi des investissements qu'on n'a pas pu porter par le fait toujours du Covid et sur lequel on n'a pas eu pouvoir avoir de réponse sur les marchés. Et puis le différentiel, c'est quand même ce que Madame la vice-présidente a expliqué, c'est le différentiel de recettes sur la prime Ségur, sur lequel on est quand même bien en retard et déficitaire, très clairement. Voilà. Et sur le fonds de roulement? Alors sur le fonds de roulement, on est encore aujourd'hui à 600 000 puisqu'on a exactement déduit. On attend, comme vous l'avez expliqué sur la délibération précédente, on attend le retour de l'ARS. Évidemment, ce retour-là va générer une différence et on récupère la totalité
de ce qui était prévu en compensation de la prime Ségur, ça changera notoirement le résultat, bien évidemment. Et après, au niveau du fonds de roulement, on est encore aujourd'hui en capacité. Il nous faut un minima 3 ou 4 mois de fonctionnement pour être sécure, on va dire. Donc on est toujours dans cette donnée sans aucun souci. Merci. Si on peut passer au vote, qui s'abstient? Qui vote contre? Unanimité, merci beaucoup. Rapport numéro 4, PRD 2022, modifié. Alors, ce rapport concerne donc la modification de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses pour 2022. Donc, les prévisions de l'EPRD 2022 sont modifiées ainsi en ce qui concerne le groupe 1, qui est le groupe des charges afférentes à l'exploitation courante. Donc, un montant de 15 000 € est ajouté afin de faire face à l'augmentation du coût de l'électricité. C'est comme dans l'ensemble des collectivités et aussi pour les particuliers, et aussi des produits d'hygiène, et également la nécessité donc d'ajuster le niveau des dépenses qui est lié à la restauration des résidents. En ce qui concerne le groupe 2, les charges afférentes du personnel, une modification au titre de l'augmentation des charges de personnel d'environ de 30 000 €, et ce pour compenser un rattrapage de la cotisation de la retraite additionnelle qui s'appelle le RAFT, suite à une erreur d'assiette sur les années de 2007 à 2010. Cela a été remarqué, donc nous sommes obligés de procéder à cette modification au niveau donc de l'EPRD. En ce qui concerne le groupe 3, les charges afférentes à la structure, une modification d'une baisse de 5 000 € qui correspond à un réajustement des dépenses prévisionnelles. Donc la simple modification porte sur l'inscription d'une somme de 250 000 € en dépenses d'immobilisation pour permettre donc l'acquisition d'un nouveau système de sécurité incendie au niveau de l'EHPAD. Alors en synthèse, l'EPRD 2022 fait apparaître un déficit de 85 000 € qui devrait bien sûr être comblé si l'ARS compense intégralement la prime Ségur en 2022. C'est une recette attendue, telle que l'a dit Monsieur le Président, nous aurions la réponse en juin prochain, une recette supplémentaire donc de 121 676 €. Voilà pour la présentation donc de la modification de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'année 2022. Monsieur le Président, il y a également un vote. Tout à fait. On voit que si l'ARS compense, on sera même sur un exercice bénéficiaire, hein, dans les faits. Oui, je vous écoute. Donc on s'aperçoit que vous nous présentez donc un compte avec un déficit provisionnel de 85 197 € contre une première version à 41 754. Donc cela aura pour conséquence de dégrader encore un peu plus le fonds de roulement de l'EHPAD. Par contre, vous nous proposez de voter un budget déficitaire. Alors, vous nous expliquez qu'effectivement, on attend une subvention qui n'est pas votée, mais ça me semble tout à fait étrange qu'on nous propose de voter un budget déficitaire. Voilà, puis après, il y a une autre question. Quelles seront les mesures que vous mettrez en place pour enrayer un modèle de gestion déficitaire qui, d'année en année, depuis 2021, entame lourdement le fonctionnement des PAD? Bon, donc même donner les mêmes éléments évidemment, hein, puisque comme je vous le disais, si l'ARS compense, on sera même sur un exercice bénéficiaire. Cependant, il n'y a rien qui nous empêche de présenter un budget déficitaire, sachant que de toute façon, il serait pris sur les réserves concernant sa réalisation. Donc il n'y a aucune anomalie particulière par rapport à ça. Évidemment, la donnée prime Ségur est quand même une donnée nouvelle qui nous a été imposée, sur laquelle on va réorganiser les choses, et puis on va voir un petit peu la pérennité et l'exactitude de ces compensations. Elles auront une influence manifeste sur les années immédiates et proches. Donc on en a évidemment un œil extrêmement pointu. Mais comme je vous le disais, hein, il suffit de regarder les chiffres pour voir que voilà, si l'ARS compense comme il a été annoncé en préalable, on n'a pas d'anomalie particulière. Mais on garde l'œil dessus.
Si vous voulez bien, nous allons passer au vote avant le dernier rapport. Qui s'abstient? Une voix. Qui vote contre? Merci bien. Le dernier rapport concernant l'EHPAD, la subvention au comité des œuvres sociales. Alors la subvention donc au COS, donc c'est une subvention qui est récurrente puisqu'en fait elle est allouée chaque année. Le montant à payer pour l'année 2022 s'élève à 32 242,11 €. Il est établi sur la base des traitements bruts arrêtés au 31 décembre donc 2021. Et comme vous le savez, cette subvention est calculée à raison de 1,7% des traitements bruts effectivement payés sur l'année 2021, et ce, aux agents titulaires, mais aussi aux agents non titulaires, ayant une ancienneté donc de plus de 6 mois. Il y a également un vote, Monsieur le Président. Tout à fait. J'imagine que cette délibération ne pose pas de souci particulier, ni de commentaires. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. On en a fini sur la délibération concernant l'EHPAD. Je vais me permettre d'avoir une intervention à ce niveau. On en a échangé encore lors du dernier conseil syndical sur le sujet de l'EHPAD. Le sujet de l'EHPAD, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est un sujet traité pleinement et entièrement. Et c'est évidemment une de nos préoccupations pour ce qu'il représente financièrement et surtout pour ce qu'il représente au niveau du service apporté. Et comme on en avait discuté, le bureau exécutif travaille depuis de très longs mois sur le sujet. Le bureau y a été associé en réflexion globale. Il a été décidé de créer un groupe de réflexion, un groupe de travail en fait autour du sujet globalement de l'EHPAD d'une manière assez transverse et semi-informelle. J'ai donc demandé au maire en place de désigner un ou deux représentants de chaque commune pour constituer ce groupe de travail, ce qui a été fait. Donc les représentants dénommés par les communes, par les maires des communes très clairement, vont être interpellés rapidement pour constituer une première séance de travail. Donc voilà, pour continuer les réflexions qu'on a autour de ce sujet et en toute transparence. Ça, c'était une information. Nous allons passer, Monsieur le Premier vice-président, à un exercice un peu du même ordre, mais sur nos comptes de gestion, etc., concernant l'Alliance Nord-Ouest. Je passe le micro. Merci, Monsieur le Président. Bon, donc, comme annoncé, voici maintenant l'occasion d'examiner les comptes du CIVOM lui-même, et on commencera bien entendu par le compte de gestion. Le compte de gestion a été pointé par les services avec notre compte administratif. Aucune observation n'est à formuler de notre part, donc on vous propose donc de voter, d'adopter le compte de gestion, qui est le reflet à la trésorerie du compte de chez nous. Donc là, c'est pas quitus de notre gestion, c'est plutôt un quitus de la gestion du trésorier. Oui, parfait. Oui, tout à fait. C'est une vérification, très clairement, simplement de l'ensemble des comptes avec pointage, etc., pour voir s'il n'y a pas d'anomalie. On est d'accord, on est tous d'accord, c'est plutôt bon signe. Donc on vous soumet ce compte de gestion au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Nous allons passer donc au compte administratif et je vais pouvoir aller faire une pause de mémoire. Puisque je vais te laisser la main, Michel, sur... Tu peux rester là, qu'on discute, c'est tout. Voilà. C'est au niveau du vote que tu dois partir, mais tu peux rester. Alors, je vais écouter, on ne sait jamais s'il y pas. avait une actualité entre deux. Voilà. Le match n'est pas commencé de toute façon, donc ça, c'est bon. Alors, le compte administratif. Le total des dépenses, donc, s'élève à 1 640 220 € et celle des recettes à 1 647 000. Donc, on a un léger excédent en fonctionnement de 2 781 €, auquel se rajoutent les excédents antérieurs d'1 537 337,95 €, ce qui nous donne un résultat cumulé à fin décembre 2021 d'1 540 119,58 €. Au niveau de la section d'investissement, le total des dépenses s'élève à 44 436,20 €.
et celle des recettes à 140 466,35 €, ce qui nous donne un excédent de 96 030 € et 7 centimes, auxquels se rajoutent les résultats antérieurs d'1 737 636,17 €. Donc ça nous donne un résultat cumulé d'1 831 666,24 €. Commission finance de donner le détail un petit peu et de reconstituer avec vous, si vous voulez, donc ces excédents, puisque ça revient régulièrement et on a 1 500 000 d'un côté, 1 800 000 de l'autre. On va un peu le détailler, si vous voulez bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du compte administratif 2021 ? Quasiment réalisé à 1 644 000 alors que nous avions budgété 1 879 000. La plus grosse différence vient bien entendu du chapitre 11, qui était budgété pour 346 000 et réalisé à hauteur de 236 000. Les plus grosses différences, c'est KPMG, puisque KPMG, nous l'avions budgété pour 40 000. Il n'a fait qu'une partie de l'étude facturée, donc à 25 000. Donc là, ça fait 15 000 € en moins. De l'Enfait, bien sûr, de l'Enfait qui n'a pas eu le même rayonnement que les autres années. 62 000 € en moins parce qu'il y a eu moins de bateaux, moins de petits trains, moins de dépenses de communication. Ensuite, les communications par elles-mêmes, puisqu'on n'a réalisé que 2 magazines Alliance. Et aussi quelques services extérieurs qui ont été en diminution aussi, puisque les programmes n'ont pas été distribués pour la fête de l'eau, ni terroir en fête, puisque ça a été fait uniquement par Internet et par messagerie. Ce qui nous donne 110 000 € en moins dans le chapitre 11. On a vu aussi au niveau du personnel, nous avions budgété 633 000 €, réalisé 524 000 €. Là aussi, ça fait un peu plus de 100 000 € de moins. Donc essentiellement dû au non-remplacement de notre directrice DGS. La DGS n'a pas été remplacée, ce que nous avions budgété à tout hasard, mais bon, ça n'a pas été fait. Et donc on a rémunéré 12 agents, et puis donc des indemnités versées aux volontaires et aux coachs pour le service civique. Au niveau du chapitre 65, là, une légère baisse aussi, moins sensible, puisque on passe de 714 000 à 698 000, donc ça fait jamais que 16 000 € de moins, qui sont justifiés par le non-versement d'une subvention pour les Jeux Intervilles. Les subventions Alpes, mission locale, emploi, clic et compagnie sont restées identiques à elles-mêmes, à hauteur de 630 000 € environ. Et nous avions aussi, cette année-là, donc subventionné des jobs d'été. Au niveau des indemnités des élus, le budget a été respecté totalement à 3 000 € près. Une petite différence quand même, 65 000 € pour 2021, 107 000 € pour 2020. Au niveau des charges financières, rien de spécial à signaler. Des recettes donc du réseau câblé, comme habituellement, des dépenses pour les réseaux câblés, donc de 157 000 €. Le total des dépenses de fonctionnement donc s'établissent à 1 644 000 €. Au niveau des recettes, rien de bien exceptionnel de non prévu, puisque c'est les contributions qui sont appelées, c'est les contributions qui sont calculées. Donc là, il n'y a rien de spécial à dire, puisque nous avons budgété 887 000, appelé 877 000. Au niveau du service urbanisme, la réalisation du CA 2021 correspond à l'euro près, au budget de 101 000 €. Les remboursements de charges sociales, ça c'est quelque chose qu'on peut difficilement budgéter, mais bon, nous avions prévu 8 000, réalisé 5 000, donc là rien de bien spécial. Les autres organismes, c'est-à-dire reversement de salaire des agents du patrimoine mis à disposition, donc ça c'est essentiellement le service archives.
et le remboursement par l'EHPAD donc de notre partie charge de personnel, budgété à 245 000, réalisé à hauteur de 234 000. Et la dernière recette intéressante, c'est donc la TPU, 303 000 euros, réalisée à 100%. Quelques écritures de régularisation au niveau donc des sessions et puis des dépenses d'investissement pour 38 000 euros. Donc au niveau de notre section de fonctionnement, les gens donc un léger excédent. Au niveau de l'investissement, l'investissement ne comporte pas énormément d'écriture, puisque nous avions budgété globalement 258 000 euros et réalisé 44 000 euros. La plus grosse différence vient bien entendu de ce que nous avions budgété pour, comme travaux donc à l'EHPAD, que nous avions budgété pour 165 000 euros et réalisé même pas 15 000, c'est 15 000 qui restent à réaliser mais qui étaient donc engagés. Le reste, ce sont des écritures donc au niveau des recettes, ce sont donc les amortissements, régularisation d'amortissement. Au niveau des recettes d'investissement, donc on a le FCTVA pour pas grand-chose, 2 700 euros. Le câble, 110 000 euros. Donc le câble, c'est en recettes d'investissement, en dépenses de fonctionnement. Et les amortissements, bien sûr, pour 26 000 euros à peu près. Donc on a 140 000 euros de recettes pour 44 000 euros de dépenses, ce qui nous donne donc un excédent de 96 000 euros. Donc vous pouvez voir que là encore, l'investissement va gonfler ces excédents, alors que nous n'avons fait aucun versement, aucun prélèvement sur le fonctionnement. C'est naturel. Le câble vient, les amortissements, et en face, on n'a que de très peu de dépenses. Automatiquement, l'excédent augmente. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, mais si vous en avez, nous sommes là pour vous répondre. Donc s'il n'y a pas de questions particulières, je vais donc sortir. La salle est grande, il faudra me laisser juste le temps de sortir. Prendre un petit peu de temps, Michel, pour pouvoir me faire signe pour le retour. Merci. Je vais vous demander de bien vouloir voter donc pour ce compte administratif. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci à tous. Et donc, Plaisir de vous annoncer que le compte administratif 2021 a été voté à l'unanimité. merci beaucoup. Je n'avais pas disparu, j'avais profité lâchement. Nous allons donc passer à l'affectation des résultats sur le budget principal. À la suite. Donc, écoutez, je ne vais peut-être pas vous rappeler les chiffres que je viens de vous donner, c'est-à-dire le montant des recettes, le montant des dépenses.
Je vous propose tout simplement donc de reporter les cumuls donc, que je vous ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire 1 540 119,58 € pour le fonctionnement et 1 831 666,24 € pour l'investissement. Donc à ces mêmes sections, au compte R002 pour le fonctionnement et au compte R001 pour l'investissement. Donc nous repartirons pour le budget 2022 avec un excédent d'1,5 million pour le fonctionnement et d'1,8 million pour l'investissement. Comme on l'a déjà souvent précisé, c'est la dernière année où apparaîtront les lignes entrée-sortie concernant le câble, et donc ça apurera déjà cette question qu'on ne pouvait pas maîtriser concernant son entrée et sa sortie. Donc ça au moins simplifiera et éclaircira ce sujet. Donc sur cette proposition de ventilation, y a-t-il des remarques? Il n'y en a pas. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Contribution des communes pour 2022. Alors les contributions des communes pour 2022, on vous rappelle les contributions 2021 qui s'établissaient à 887 402,62 €. Cette année, nous proposons donc d'appeler 815 321,30 €, auxquels se rajouteront bien sûr la TPU de 303 908,79 €. Ce qui nous donne un coût à l'habitant qui est différencié selon les communes. 7,90 € pour Lambersart, 5,36 € pour Marquette, 4,45 € pour Péranchy, 3,63 € pour Saint-André, 3,54 € pour Verlaghem, 7,73 € pour Vorbrochy, 8,70 € pour Quesnoy-sur-Deûle, 6,30 € pour Lompré, 6,21 € pour Marc-en-Barœul, 2,56 € pour Delemont, 2,67 € pour Comines et 3,34 € pour Delemont. Arneton, pardon. Donc vous avez la délibération sous les yeux, avec la contribution globale de 285 000 pour Lambersart et de 243 000 par exemple pour Marc-en-Barœul, qui n'a qu'une compétence, c'est-à-dire l'emploi. Okay. On va présenter le budget, on continue. Le budget, donc vous verrez sur le budget, en fait, au vu du budget, il aurait fallu appeler clairement à hauteur de 990 000 € de mémoire, et avec une facturation supplémentaire de 25 000 pour l'urbanisme. Le différentiel s'explique sur la politique qu'on vous a proposé de mettre en œuvre, qui est de déduire des crédits 2021 non utilisés pour ajuster année après année le compte exact des dépenses. Et c'est pour ça que je le réitère, ça pourrait être fluctuant en baisse ou en hausse. Cette année, en l'occurrence, ce sera en baisse. Donc s'il n'y a pas de questions particulières sur le sujet des contributions, je vous propose donc de les voter. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Le budget 2022. Évidemment en conformité avec ce qu'on vous a proposé lors du dernier conseil syndical. Michel. Voilà, donc le budget 2022, nous vous proposons un budget qui en recette s'établit à 1 509 714,56 € et en dépenses pour 1 826 619,20 €, ce qui nous donne un déficit de 316 904,64 € qui sont bien entendu largement couverts par les excédents antérieurs qui vont se retrouver, si le budget est réalisé à 100%, qui va se retrouver donc diminué et s'établir à 1 223 214,84 €. Par rapport au budget fin au CA 2021, vous pouvez voir qu'il est quand même en nette diminution. Je parle de l'excédent, bien sûr. Donc au niveau du fonctionnement, les charges à caractère général s'établissent donc à 353 935 €, c'est le chapitre 11. Les charges de personnel à 569 730 €.
Les autres charges de gestion, ce qui comprend donc le chapitre 65, et essentiellement les subventions donc pour 630 000 euros à la subvention à Alpes, plus donc les indemnités aux élus. Charges financières, il n'y en a pas chez nous. Et charges exceptionnelles, c'est le reversement du câble, qui était à 157 000 euros en 2021. En 2022, il sera à 164 000 euros, 274. Et comme vient de le dire le président, ça sera donc la dernière année que nous aurons cette ligne-là. Donc les dépenses réelles s'établissent à 1 802 000. Les opérations d'ordre, 24 000 euros. Ce sont bien sûr là les amortissements. Au niveau des recettes, des atténuations de charges, on a continué à mettre 8 000 euros à peu près. Les produits, donc archives, urbains et compagnie, 305 895 euros. Les impôts et taxes, donc comme indiqué, tout de suite là, 815 000 euros. Les dotations dont la TPU, 314 908 euros. Les autres produits, j'en parle pas. Les produits financiers, donc c'est les intérêts du câble pour 53 296 euros. Ce qui nous donne donc un total des recettes d'1 497 000 euros et 431 et 56 centimes. Donc, je ne sais pas, c'est les charges à caractère général, ça? Ouais. Merci. Donc, section de fonctionnement, là, le slide vous propose donc l'évolution des dépenses et des recettes. Donc, on peut voir que globalement, les deux sections diminuent depuis le CA 2019, 2020, 2021, ça diminue tout le temps. Le BP 2022, les dépenses sont un peu supérieures aux recettes, mais cela provient donc de notre système que nous avons mis en place depuis notre arrivée, de ne tenir compte que des dépenses réelles qui sont effectuées les années précédentes, et on rembourse donc sur l'année qui suit les non-dépenses réalisées. Donc le précédent, le suivant, ben là je viens de vous le donner. Donc cette section de fonctionnement, les charges à caractère général donc augmentent par rapport au CA. Là c'est une comparaison CA 2021 BP 2022. Les charges de personnel sont en légère augmentation également. Les autres charges, subventions et indemnités des élus sont quasiment au même niveau. Et reversement réseau câblé, ben ça bouge que très peu aussi. Les amortissements, que très peu également. Au niveau des charges à caractère... c'est lesquelles ceux-là? Charges à caractère général, oui, bon voilà, c'est le chapitre 11. C'est le chapitre 11, donc là on voit là une nette diminution du BP par rapport au CA. Donc les BP sont en bleu et les CA sont toujours réalisés, bien entendu, bien en deçà. L'évolution des charges de personnel, bon, le BP 2022 est légèrement supérieur au CA 2021, mais bien inférieur donc au BP 2022 et au CA 2020. Donc là, il y a le service des coachs, les services indemnités au service civique et les tickets restaurants qui vont donc continuer. Les autres charges de gestion courante, là vous avez les subventions et les... Tout à fait en bleu, donc ce sont les indemnités des élus, les subventions et autres, il y a quasiment, c'est infime. Au niveau des recettes, les recettes c'est bien simple, il n'y a pas grand-chose, c'est les contributions, la facturation des services et la TPU. Quelques autres recettes annexes comme les subventions que l'on peut recevoir de part et d'autre, et notamment de la MEL. L'évolution des recettes sur une autre forme, uniquement là sur nos services, disons. Là, c'est les recettes de services, où vous avez donc l'urbanisme,
les archives. Alors il y a urbanisme extérieur en bleu clair et urbanisme donc pour les communes du CIVOM en bleu un peu plus foncé. Les archives, l'EHPAD et le service civique. La TPU, évolution des contributions fiscalisées sans la TPU. Donc là, comme on vous l'a annoncé, elle baisse et on a expliqué pourquoi, puisque c'est-à-dire qu'on diminue donc des dépenses non réalisées et on a décidé donc de prendre sur l'excédent. Le résultat de l'exercice au niveau de l'investissement, là au niveau de l'investissement, je vais reprendre donc nos dépenses prévues, 360 000 euros pour 138 000 euros quasiment de recettes, essentiellement composés donc des travaux que nous souhaitons réaliser donc au niveau de l'EHPAD. C'est quelque chose que nous avions déjà présenté lors du débat d'orientation budgétaire et que nous avions expliqué à ce moment-là. Donc, un résultat déficitaire également, bien sûr, pour l'investissement de 222 000 euros à peu près, ce qui va donc diminuer d'autant nos excédents qui seront ramenés à 1 600 000 euros si nous avons la chance de pouvoir réaliser ces travaux à l'EHPAD, ce que nous espérons grandement, puisque là, il y a quand même des choses qui sont vraiment à faire à ce niveau-là. Au niveau des recettes d'investissement, à part le câble et les amortissements, il n'y a rien d'autre. Ce qui explique le déséquilibre. Très bien. Merci beaucoup, Michel. On essaie de vous avez pu. Je remercie Michel et les services de ce qui est fait en vous proposant des tableaux. En général, avant, il n'y avait que des tableaux comptables eux-mêmes. On a essayé de vous donner d'extraire des données les principales sur les répartitions, etc. Vous donner un petit peu de détails sur un document qui nous paraît compréhensible par chacun. Et donc, je remercie vraiment le travail réalisé pour cette manière de faire. Nous allons donc passer au vote de ce budget qui est le reflet de ce que nous avons proposé lors du DOB. S'il y a des commentaires particuliers, voilà. D'abord, j'ai une première question qui est une précision. Ligne 614, 15 500, vous parlez de charges locatives et de copropriété. S'agit-il du loyer résiduel versé à Villogia pour l'EHPAD Georges Delfosse? Ligne 614, ou est-ce que c'est autre chose? Vous ne payez pas le loyer, de toute façon, donc ce n'est pas le sujet. Comment? On va regarder quel est le sujet exact, mais ce n'est pas celui-là, en tout cas, c'est sûr. Sur les charges de copropriété de l'immeuble siège, qui est à Marquette. Non, c'est pour Marquette. Pour Marquette, absolument. C'est des appels de fonds. C'était 15 500 budgétaires 2020. 15 500 budgétaires 2021, on budgète encore 15 500 et le CA 2021 c'était 15 399,76 €. Donc il n'y a pas de changement. Donc c'est le siège du CIVOM. Ouais. Oui, tout à fait. D'accord. Autrement, avant de voter, comme nous l'avons vu avec le rapport 7 et les rapports 3 et 4, le CIVOM se porte financièrement à merveille, pendant que l'EHPAD sombre dans des abîmes déficitaires importants. Nous savons quels sont les liens conventionnels qui régissent la relation du CIVOM à Villogia, propriétaire des murs de l'EHPAD. Selon cette convention, il est précisé que l'entretien du bâtiment incombe au CIVOM. Dans ce cadre, alors que d'un côté, des charges de plus en plus lourdes pèsent sur la vie de l'EHPAD, vous ne réaliserez pas en 2022, contrairement à une communication récente, des travaux suffisants pour permettre de diminuer l'impact des coûts d'énergie nécessaires au confort des résidents.
Ainsi, vous continuez de préférer la thésaurisation en lieu et place d'investissement, qui semble pourtant incontournable pour réduire les charges de fonctionnement. Pourtant, gouverner, c'est prévoir. Force est de constater que, faute de stratégie, vous risquez d'entamer le confort et l'accompagnement des résidents de l'EHPAD. Comme vous avez pu le constater, l'avenir de l'EHPAD nous préoccupe fortement. Récemment, nous sommes intervenus dans la presse pour éclaircir certaines réalités que vous ne permettez pas d'obtenir ici, en tout cas dans cette Assemblée. Certes, il n'y aura pas urgence à modifier le modèle de gestion actuel de l'EHPAD par le CIVOM si tout se présentait de façon rassurante. Or, ce n'est pas le cas, et ce budget en témoigne une nouvelle fois. Des investissements importants sont à réaliser pour l'EHPAD. Son modèle de gestion actuel lui interdit de mobiliser les fonds de l'ARS et du département pour se mettre à niveau. Vous nous contraignez ainsi au petit pas quand il faudrait enjamber des défis importants compte tenu des contextes liés à la guerre et aux effets du réchauffement climatique. Je pense que nous pouvons, dans un esprit de responsabilité, apporter notre pierre à l'édifice pour améliorer le futur de l'EHPAD. C'est dans ce sens que nous vous proposons de réunir, alors on entend bien que vous avez proposé une réunion avec des représentants des élus de chaque commune. Nous vous proposons de réunir une commission spéciale à laquelle nous nous ferions un plaisir de participer, comme d'autres élus de cette instance, et au-delà de toutes les parties prenantes, notamment du personnel. En l'état, faute d'avancer sur ces points, faute également d'une affectation substantielle des résultats financiers du CIVOM pour améliorer le confort général des résidents d'EHPAD, nous voterons contre ce budget, en tout cas en ce qui me concerne. D'autres questions? Pas une question, hein. Deux remarques. D'abord, le constat que pour le vote du budget, le quorum est tout juste atteint, ce qui interpelle. Et deuxièmement, l'explication du vote contre de la majorité à Lambersart sur ce budget. Explication assez simple, hein. La ligne 62-26 des honoraires, 46 000 € d'avocat. Parce que c'est un mystère pour personne, on l'a dit, on l'a voté. Lambersart souhaite quitter le CIVOM. Nous nous sommes rencontrés, nous avons fait la proposition de solliciter la préfecture pour qu'elle nous aide dans cette séparation. Et bon, voilà, budgété 46 000 € de frais d'avocat. Donc cette ligne-là nous contraint à voter contre le budget. D'autres? Si on peut passer le micro là-bas. Oui, on va rester pour l'instant sur les chiffres 2022, même s'il y a des frais d'avocat. Il faudra voir pour 2023 ce qui se passe exactement donc avec la commune de Lambersart qui souhaite toujours quitter le CIVOM, mais je n'en parlerai pas. Par contre, sur les comptes que nous venons de voir, les projets que nous venons de voir pour 2022, les chiffres n'ont pas bougé entre la commission et cette réunion-ci donc plénière, avec tous les événements qu'on subit tous, hein, la guerre Russie-Ukraine, et qui va renchérir certains coûts et certaines dépenses. Alors je sais qu'on a suffisamment d'excédents pour éponger ne serait-ce que quelques pourcentages supplémentaires de dépenses, mais vous les estimez à combien et est-ce qu'au niveau de l'EHPAD, ça a été pris en compte? Parce que là, le risque d'être plus important, le complément à payer risque d'être plus important, puisque là, il y a beaucoup de dépenses alimentaires et autres. Donc, question globale sur les répercussions donc, de cette guerre Ukraine-Russie dans les comptes du CIVOM. Ce qui est estimé. Donc, disons, au niveau de l'EHPAD, nous ne pouvons pas, au niveau du CIVOM, faire des provisions pour les dépenses supplémentaires qui seront réalisées et qui seront sans doute obligatoires au niveau de l'EHPAD.
Au niveau, donc, si vous voulez, si on parle essentiellement électricité et gaz, ça sera plutôt au niveau de l'immeuble, puisque ça sera là que ça va se jouer. Au niveau de l'électricité, nous avons 3 000 € de dépenses en 2021. Nous avons voté, nous avons mis 2 800 € au budget. Même si ça augmente de 50%, ça va jamais faire que 1 000 ou 1 500 €. C'est pas ça qui va nous faire capoter, hein, je pense. Au niveau du gaz, le gaz, il n'y en a pas de toute façon. Donc à ce niveau-là, l'alimentation, le CIVOM n'est pas spécialement concerné puisque c'est pas notre dépense première, hein, sauf au niveau de l'enfête. Mais bon, je ne pense pas que ça va non plus faire une catastrophe à ce niveau-là. Nous n'avons pas, bien sûr, entre la commission et puis aujourd'hui, fait de modifications sur ces lignes-là parce que ça ne va pas jouer énormément. Comme le précise Monsieur le Premier vice-président, au niveau du siège, l'incidence sera très très peu sensible. Au niveau de l'EHPAD, il y a quand même eu un accroissement au niveau de son budget à hauteur de 15 000 €. C'est-à-dire qu'on est passé de 55 000 à 70 000 €. Hein. Donc il y a une prise en compte effective de ce qui va se passer probablement sur les fluides. Donc ça a été pris en compte concernant l'EHPAD, qui est l'établissement qui a réellement plus de dépenses. Hein. Sur le siège, peu d'impact, très honnêtement. Voilà, je pense que ça répond assez précisément à votre question. Dans l'ordre. Donc concernant votre intervention, je pense que c'est une intervention lue sur une intervention préparée. Elle n'est pas vraiment peut-être au regard de la réalité de ce qu'on a présenté ce soir, puisque en l'occurrence, d'une part, on vous rappelle, comme on l'avait proposé en débat d'orientation budgétaire, d'aller sur un investissement assez massif, puisqu'on cumule ce qu'on avait prévu l'année dernière et on en rajoute cette année concernant l'EHPAD. Et en l'occurrence, on parle aussi de fenêtres, etc. Donc on est sur une incidence directe concernant l'isolation, par exemple, dont vous faisiez référence. Donc on a une volonté très claire là-dessus, elle est affichée, chiffrée. Concernant la manière de faire, je n'ai pas proposé une réunion, j'ai proposé un groupe de travail, ce que j'ai proposé donc aux maires et qui ont désigné des représentants. Donc il n'y a aucun souci, c'est bien l'esprit même de ce groupe de travail qui est transverse et qui pourra de manière tout à fait transparente prendre connaissance des documents, regarder la gestion, voir s'il y a des choses améliorables si elle l'entend. Les sujets seront ouverts et larges. Donc là-dessus, voilà, je pense que ça répond par avance à votre remarque, puisque c'était proposé en amont. Concernant l'Ambersart, on provisionne, évidemment. Hein. Il n'est pas dit qu'on ira, mais on provisionne. Voilà, on est obligé de ça apparaît au budget parce qu'on prévoit qu'il puisse y avoir cette dépense. On verra bien comment ça va, ce qui n'empêche pas, je vous rappelle, monsieur le maire, que nous avons rendez-vous en préfecture comme nous en avions convenu. Il n'y a aucun souci, on suit cette démarche sans aucun problème. Mais moi, je préfère prévenir que guérir et me retrouver avec un questionnement en amont. Donc, je ne fais que de la pure gestion sur ce sujet, mais les intentions sont toujours les mêmes. Il n'y a pas de souci particulier. Alors, on les appliquera dans l'autre sens. Mais bon, voilà, j'entends votre remarque. S'il n'y a pas d'autres remarques et réponses ayant été apportées, je vais vous demander donc de voter. Qui s'abstient? Une voix. Qui vote contre? 1, 2, 3. Oui, contre. 1, 2, 3, 4. Merci de prendre note du résiduel. Hop. R11, subvention association Alpes. Voilà. Donc, comme indiqué dans le budget que vous venez de voter à la majorité, donc nous vous proposons donc de voter les subventions Alpes, hein, au titre du pli de la mission locale et de la maison de l'emploi. Pour le pli, 185 093,44 €. Pour la mission locale, 263 527. Et pour la maison de l'emploi, 130 000 €.
Des remarques? Qui s'abstient? Qui vote contre? Unanimité, merci beaucoup. Subvention aux Zeppelins dans le cadre des fêtes de l'eau. Ouais, là, c'est plutôt le festival Ukulele qui a été mis en place, donc qui sera mis en place cette année. Hein. C'est une nouvelle animation qui a été vue donc en commission adéquate, et on vous propose donc une subvention de 31 000 qui sera versée à la Compagnie des Voyageurs pour l'organisation de ce festival Ukulele. Mais pour rappel, c'est un ensemble de prestations, hein, c'est pas une journée, c'est des interventions en préalable, etc., pour aller faire de l'action de sensibilisation dans les communes. Donc c'est une action plus large qu'une journée de concert, évidemment. Et c'est dans ce cadre-là qu'on vous la propose. C'était des remarques. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci beaucoup. Subvention à l'association CLIC. Le CLIC maintenant, hein, donc une subvention qui s'établit à 16 496 € et 20 centimes. C'est une subvention qu'on verse tous les ans au CLIC. Hein, c'est pour le fonctionnement. Très bien. Était des remarques? Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci beaucoup. Vous voulez poursuivre? Oui, la dernière subvention, c'est au comité des œuvres sociales du CIVOM. Donc là, c'est une subvention qui est calculée par rapport au traitement qui est réellement payé aux agents titulaires et aux non-titulaires ayant une ancienneté de plus de 6 mois. C'est 2% des traitements. Alors le calcul s'établit donc à 7 049 € et 37 centimes pour donc 2022. Très bien, une subvention qu'on retrouve tous les ans, bien évidemment. Ça n'appelle pas de remarques particulières. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci beaucoup. La dernière délibération concerne l'autorisation du président à signer la convention de mise à disposition pour la DIL Nord, pour les locaux qui sont dans nos murs, et donc signer la convention sur cet espace info-énergie qui sert bien à la population, comme on l'a décrit tout à l'heure. Y a-t-il des remarques particulières? Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci beaucoup. Nous en avons terminé pour ce soir, je n'ai rien oublié, tout va bien. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt pour la mise en œuvre de ces budgets. Oui, vous avez vu, on est en train de faire le tour. Il y a une